Il s'agit donc de Claude Cohen-Tanouji, qui est né en 1933. Il est ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de physique et docteur d'État en physique. Sa carrière, il l'a commencé au CNRS, puis il est passé à la Faculté des sciences de Paris. Il a été professeur à la Faculté des sciences de Paris jusqu'en 1973, où il est devenu professeur au Collège de France, où il occupe la chaire de physique atomique et moléculaire, donc depuis cette date de 1973. Il est membre de l'Académie des sciences et titulaire de très nombreux prix. Je n'en cite qu'un, le plus connu, c'est le prix Nobel obtenu en 1997. J'indique ces publications parce qu'on nous les demande souvent. Bien sûr, il y a des multiples articles théoriques et expérimentaux, mais en termes d'ouvrages, Signal optique et électronique quantique, Les Ouches, 1964, Mécanique quantique, tome 1 et tome 2 chez Hermann en 1973, Photons et atomes, introduction à l'électronique dynamique quantique, interédition et édition du CNRS en 1987, processus d'interaction entre photons et atomes, même éditeur, interédition, édition du CNRS en 88, et un ouvrage qui existe seulement en anglais, Atoms in Electromagnetic Fields, les atomes dans les champs électromagnétiques, World Scientific Singapour 1994. Donc je lui passe la parole pour 50 minutes, suivi de vos questions, et il va nous parler du refroidissement des atomes par laser. Merci. Merci, Monsieur Michaud, de votre introduction. Au cours des 2 dernières décennies, des progrès spectaculaires ont été réalisés dans la maîtrise que nous pouvons exercer sur le mouvement des atomes, en faisant interagir ces atomes avec des faisceaux laser de direction, de fréquence et de polarisation convenablement choisis. Nous pouvons maintenant contrôler la vitesse de ces atomes, réduire leur mouvement d'agitation désordonnée, en quelque sorte les assagir, ce qui revient encore à dire qu'on diminue leur température. Ces méthodes portent le nom de refroidissement laser. On sait également, depuis peu, contrôler la position des atomes et les maintenir confinés dans une petite région de l'espace qu'on appelle un piège. Le sujet de la conférence de ce soir est le refroidissement laser. Et le but de cette conférence est double. Je voudrais tout d'abord expliquer de manière aussi simple que possible comment fonctionne le refroidissement laser. Lorsqu'un atome absorbe ou émet de la lumière, il recule, et je vais essayer de vous montrer en termes très simples comment on peut utiliser ce recul pour contrôler la vitesse de l'atome, pour le ralentir et pour le refroidir. Un autre objectif de cette conférence est de passer en revue les principales motivations de ces études et d'essayer de répondre à un certain nombre de questions du type « À quoi peuvent servir des atomes très froids ? Quel type de nouveaux problèmes ils permettent d'aborder ? Quelles applications peut-on envisager ?» Le plan de mon exposé est le suivant. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec la physique des atomes et du rayonnement, il m'a semblé indispensable de commencer par un rappel très simple de notions de base sur les photons et les atomes, sur les mécanismes d'absorption et d'émission de photons par les atomes, et sur ces nouvelles sources de rayonnement que sont les lasers. Les lasers que j'utilise ici pour montrer ce qui se passe sur l'écran. J'aborderai ensuite les mécanismes physiques, en commençant par étudier le recul de l'atome émettant ou absorbant un photon, puis j'étudierai ce qui se passe lorsqu'on met un atome dans un faisceau laser résonnant, et je montrerai comment les reculs successifs que subit l'atome permettent de le ralentir et de le refroidir. Enfin, dans la troisième partie, je passerai en revue quelques applications, les horloges atomiques utilisant des atomes très froids qui sont extrêmement précises, l'interférométrie atomique qui utilise des phénomènes d'interférence observables avec les ondes de De Broglie associées à des atomes, et enfin, ces nouveaux états de la matière qu'on sait réaliser maintenant, qu'on appelle des condensats de Bose-Einstein, qui apparaissent à température très basse et qui permettent d'envisager des nouvelles applications comme les lasers à atomes, les lasers à ondes de De Broglie. Donc je commence, si vous voulez bien, par quelques notions de base.
La lumière d'abord. La lumière est un objet qui a toujours fasciné la curiosité des physiciens et des scientifiques en général. Elle est apparue au cours des siècles successivement comme un jet de corpuscules ou comme une onde. Nous savons maintenant que la lumière est à la fois une onde et un ensemble de corpuscules. La lumière est d'abord une onde électromagnétique, c'est-à-dire un champ électrique et un champ magnétique oscillant, vibrant à la fréquence nue et se propageant dans le vide à une vitesse considérable, qui est une vitesse égale à 300 000 km par seconde, 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Comme toute onde, la lumière donne naissance à des phénomènes importants qu'on appelle les phénomènes d'interférence. Lorsqu'on superpose deux ondes différentes, en certains points, les deux ondes vibrent en phase et l'amplitude est doublée, est augmentée. En d'autres points, les deux ondes vibrent en opposition de phase et l'interférence est destructive. Et en regardant ce qui se passe sur un écran, on voit une succession de zones brillantes et de zones sombres qu'on appelle des franges d'interférence. Autre chose importante, la couleur de la lumière est liée à sa fréquence nue. Le spectre de fréquence des ondes électromagnétiques s'étend de quelques hertz aux rayons X et gamma, la lumière visible ne couvrant qu'un tout petit domaine, qu'une toute petite région de ce domaine spectral. Il existe des appareils qu'on appelle des appareils dispersifs qui font subir à un rayon lumineux une déviation qui dépend de la fréquence. Et donc il est possible, au moyen de tels appareils, par exemple des prismes, d'analyser le contenu spectral d'un rayonnement lumineux. Voilà par exemple ce qu'on observe en faisant passer un rayon solaire à travers un prisme. Les différentes composantes de couleur du rayonnement solaire sont défléchies de manière différente et on observe ce qu'on appelle un spectre. Il est apparu au début du siècle que la lumière n'était pas seulement une onde, qu'elle était aussi une assemblée, un jet de corpuscules qu'on appelle maintenant des photons. Et cette image de la lumière a résulté des travaux de Planck et d'Einstein. Nous célébrons cette année le 100e anniversaire de l'introduction par Planck de la quantification du rayonnement. À une onde lumineuse de fréquence nue sont associés des corpuscules qu'on appelle des photons, ayant une énergie proportionnelle à nu, E égale H nu, et une quantité de mouvement également proportionnelle à nu, P égale H nu sur C. C, j'ai déjà défini, c'est la vitesse de la lumière, nu, la fréquence de la lumière, et H, c'est une constante qu'on appelle la constante de Planck, et qui a été introduite il y a exactement 100 ans, pour la première fois en physique. Et le point important, l'idée importante qui est apparue au cours du siècle précédent, c'est que la lumière est à la fois une onde et des corpuscules, c'est ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule. Il est impossible de comprendre tous les phénomènes en termes d'ondes uniquement ou en termes de corpuscules uniquement, il faut à la fois les deux notions. Je passe maintenant aux atomes. Les atomes sont des systèmes planétaires. D'abord, les atomes sont les constituants élémentaires de la matière que nous voyons à l'échelle courante, à l'échelle de la biologie, de la chimie. Évidemment, si on rentre plus en détail, on rentre dans les particules élémentaires, mais je me limite aux atomes constituants élémentaires. Les atomes sont des systèmes planétaires, analogues au système solaire, formés de particules très légères, qu'on appelle des électrons, et qui ont une charge négative, qui gravitent autour d'une particule beaucoup plus massive, beaucoup plus lourde, qu'on appelle le noyau, et qui a, elle, une charge positive. Pour comprendre le mouvement des électrons autour du noyau, on s'est vite rendu compte que la mécanique classique était complètement inadéquate et qu'elle conduisait à des absurdités. Et c'est pour comprendre le mouvement des électrons autour du noyau que les physiciens ont mis au point, ont découvert petit à petit ce qu'on appelle maintenant la mécanique quantique, qui régit la dynamique du monde à l'échelle microscopique. Il s'agit là d'une révolution conceptuelle aussi importante que la révolution de la relativité restreinte et de la relativité générale. Une des prédictions les plus importantes de la mécanique quantique, c'est la quantification des grandeurs physiques et en particulier la quantification de l'énergie. Lorsqu'on se place dans le système du centre de masse de l'atome, le système où l'atome est globalement en repos, système qui coïncide pratiquement avec le noyau, car le noyau est beaucoup plus lourd que les électrons, on trouve
on observe et on interprète que les énergies des électrons ne peuvent prendre que des valeurs discrètes, quantifiées, repérées par ce qu'on appelle des nombres quantiques. Et j'ai représenté ici le niveau fondamental d'énergie le plus bas, le premier niveau excité, le deuxième niveau excité et toute une série de niveaux excités. Donc, quantification de l'énergie. Ayant introduit donc la notion d'onde et de photons associés à la lumière, la notion de niveau d'énergie associée aux atomes, je peux maintenant parler des processus élémentaires d'interaction entre matière et lumière. Et ces processus sont les suivants. D'abord, émission de lumière par un atome. Imaginez que nous ayons un atome dans un état supérieur, E2, initialement. L'atome peut passer du niveau supérieur E2 à un niveau inférieur E1 en émettant de la lumière de fréquence nue, en émettant un photon d'énergie h nu. Et la fréquence de la lumière, l'énergie du photon h nu, est donnée par la relation E2 moins E1 égale h nu. Autrement dit, l'énergie perdue par l'atome, lorsqu'il passe de E2 à E1, E2 moins E1, est emportée par le photon qui possède une énergie h nu. Donc la relation entre niveau d'énergie de l'atome et fréquence de la lumière émise ne fait que traduire la conservation de l'énergie. L'énergie perdue par l'atome est évacuée par le photon, est emportée par le photon. Bien sûr, il existe un processus symétrique qui est le processus d'absorption. L'atome, partant initialement d'un niveau inférieur, peut passer dans un niveau supérieur et en empruntant l'énergie d'un photon h nu qu'il absorbe. Donc l'atome absorbe un photon et l'énergie qu'il gagne, l'énergie du photon qu'il absorbe, lui permet de passer de E1 à E2. Et vous voyez alors immédiatement que le fait que les niveaux d'énergie sont discrets, que l'énergie est quantifiée, entraîne que les fréquences émises ou absorbées par un atome forment un spectre discret de fréquences. Un atome ne peut pas émettre toutes les fréquences possibles, il ne peut émettre que les fréquences correspondant aux différences 2 à 2 de ces niveaux d'énergie. Ce résultat est extrêmement important. Il montre en effet que la lumière est une source essentielle d'informations sur le monde atomique. En effet, en mesurant les fréquences émises ou absorbées par un atome, on peut reconstituer les différences E2 moins E1 et obtenir le diagramme d'énergie d'un atome. C'est ce qu'on appelle la spectroscopie. Et ce qui est important, c'est que le spectre d'un atome varie d'un atome à l'autre. Les fréquences émises par l'atome d'hydrogène ne sont pas les mêmes que les fréquences émises par l'atome de sodium ou par l'atome de rubidium ou par l'atome de potassium. Donc le spectre de raies émises par un atome est en quelque sorte une empreinte digitale de cet atome. En observant ces fréquences, on peut savoir quel est l'atome qui les a émises. Maintenant, on dirait une empreinte génétique, pour faire plus à la mode. Autrement dit, en observant la lumière qui nous vient de divers types de milieux, on peut ainsi obtenir des informations sur les constituants de ces milieux. Et c'est ainsi, par exemple, qu'en astrophysique, on peut savoir quelle est la composition des atmosphères planétaires, des atmosphères stellaires, des molécules qui se baladent dans l'espace interstellaire, des composants des galaxies. On peut aussi comprendre, en regardant le décalage des fréquences émises, la vitesse des objets et mesurer l'expansion de l'univers. On peut aussi étudier par le spectre de la lumière émise ou absorbée des milieux hostiles comme des plasmas, des flammes, et faire de l'analyse in situ, donc des constituants de ces milieux. J'ai parlé tout à l'heure d'émission. Je n'ai pas été assez précis et je voudrais maintenant entrer un peu plus dans les détails pour l'émission. Il y a deux types d'émissions. Supposez tout d'abord qu'un atome excité soit tout seul dans le vide. Un atome excité E2, tout seul dans le vide, sans aucun rayonnement qui arrive sur lui. L'expérience montre qu'au bout d'un certain temps, très court, l'atome va retomber spontanément dans un état inférieur en émettant un photon d'énergie h nu égale E2 moins E1, et il émet ce photon dans n'importe quelle direction. Une fois il va l'émettre là, une fois il va l'émettre là, et ainsi de suite. Le temps au bout duquel un tel processus se produit
c'est ce qu'on appelle la durée de vie de l'état excité. Ça dit bien ce que ça veut dire. Un atome ne peut pas rester excité indéfiniment. Au bout d'un certain temps, qui est sa durée de vie, il se désintègre pour donner un atome plus bas, d'énergie plus basse, et un photon qui part. Cette durée de vie, typiquement, varie d'un atome à l'autre, mais elle est typiquement de 10-8 secondes. 10 milliardièmes de seconde. C'est quelque chose de très bref. Pour essayer de comprendre le rayonnement du corps noir et l'équilibre thermodynamique du rayonnement, Einstein, en 1917, par des considérations tout à fait abstraites, pour retrouver la loi de Planck, a été amené à introduire un deuxième type d'émission qu'il a appelé l'émission induite ou encore l'émission stimulée. Supposez toujours qu'on a un atome excité, mais maintenant il n'est pas tout seul, on envoie sur lui un photon d'énergie h nu égale E2-1. Un photon résonnant, qui a la bonne fréquence correspondant à la transition E2-1. L'atome excité, recevant ce photon, est stimulé à émettre lui-même un photon et à tomber dans l'état inférieur. Donc il y a un deuxième photon qui est émis, mais le point important, c'est que ce deuxième photon est émis de manière identique, c'est le jumeau de celui qui lui donne naissance. Donc l'émission induite, un photon arrive sur un atome excité et il stimule l'atome excité à émettre un photon en tout point identique au premier, même direction, même fréquence. Autrement dit, on avait au début un photon, après on en a deux identiques. Pendant longtemps, ce phénomène a paru une curiosité théorique qui était indispensable pour retrouver la loi de Planck. Et puis, dans les années 50, on s'est rendu compte que ça pouvait être extrêmement intéressant. Et qu'on pouvait utiliser ce processus pour faire de l'amplification de la lumière. Alors, expliquons un peu de quoi il s'agit. Si je prends un milieu ordinaire, un milieu à l'équilibre thermodynamique, en général, à l'équilibre thermodynamique, un niveau inférieur est plus peuplé qu'un niveau supérieur. Il y a plus d'atomes dans un niveau inférieur que d'atomes dans un niveau supérieur. C'est ce qu'on appelle la loi de Boltzmann. Par contre, on s'est rendu compte qu'en soumettant le milieu à des collisions, à des décharges, on pouvait réaliser des situations différentes, hors d'équilibre, où c'est au contraire le niveau supérieur, E2, qui est plus peuplé que le niveau inférieur, E1. C'est ce qu'on appelle une inversion de population. Inversion par rapport à la situation normale, où c'est E1 qui est plus peuplé que E2. Imaginons que sur un milieu inversé de ce type, on envoie alors un photon. Il va y avoir des processus d'absorption où le photon disparaît et un atome passe de là à là, et des processus d'émission simulée où un atome va passer de là à là et où un deuxième photon va être émis, identique au premier. Et vous voyez que si le nombre d'atomes dans E2, N2 est plus grand que le nombre d'atomes dans E1, N1, les photons nouveaux qui apparaissent par émission stimulée, par émission induite, sont plus nombreux que les photons qui disparaissent par absorption. Donc, globalement, si on envoie un faisceau lumineux à travers un milieu inversé, le nombre de photons qu'on va retrouver après traversée du faisceau lumineux va être plus grand que celui qu'on avait avant. Le rayonnement va être amplifié. On a réalisé ce qu'on appelle un amplificateur de lumière. Et ça, c'est extrêmement important parce que, en physique, toutes les fois qu'on a un amplificateur, on sait bien en électronique, on peut facilement le transformer en oscillateur. Pour cela, dans ce cas particulier, qu'est-ce qu'on fait? On enferme le milieu amplificateur contenu dans une cellule entre deux miroirs, de manière que les rayons lumineux qui le traversent effectuent plusieurs allers-retours dans ce milieu amplificateur, et de manière à ce qu'il soit amplifié à chaque passage. On augmente donc l'effet en le cumulant plusieurs allers-retours. Et si la cavité est accordée, c'est-à-dire si les différentes ondes qui se réfléchissent interfèrent de manière constructive, cet amplificateur peut se transformer spontanément en oscillateur, et on observe à la sortie ici un rayonnement lumineux qui est celui qui sort de mon pointeur ici, qui est ce qu'on appelle le rayonnement laser, qui a des propriétés de directivité, d'intensité, de monochromaticité complètement différentes des sources ordinaires, telles que la source qui illumine actuellement mon projecteur de transparence. Donc, sont apparus à la suite des travaux donc, de Kassler, de Towns et de Chalot, à la fin des années 50, au début des années 60,
des nouvelles sources lumineuses qu'on appelle les sources laser qui ont transformé complètement le champ d'investigation des recherches physiques en donnant aux physiciens des sources lumineuses aux propriétés tout à fait nouvelles et aux propriétés tout à fait originales. Et vous savez aussi que les lasers qui ont résulté de recherches de caractère tout à fait fondamental et qui au début apparaissaient comme une curiosité de laboratoire, ont maintenant envahi la vie quotidienne avec les traitements de la rétine, avec les compact disques, avec la télémétrie, avec malheureusement les applications militaires, avec toute une série d'applications. Maintenant, le marché des lasers est un marché des plus importants dans le monde. Donc j'en ai fini avec ma première partie, quelques notions de base, et je passe maintenant à la deuxième partie, les mécanismes physiques à la base du refroidissement laser. Je vais d'abord parler du recul d'un atome émettant un photon. Considérons un atome excité dans l'état E supérieur, immobile initialement, et supposez qu'à l'instant t égale 0, cet atome émette un photon dans cette direction, lequel photon a une quantité de mouvement h nu sur c. En physique, il y a une loi fondamentale qui est la conservation de la quantité de mouvement. Initialement, l'atome étant immobile, la quantité de mouvement globale est nulle. Dans l'état final, comme il y a le photon qui part avec une quantité de mouvement h nu sur c, l'atome doit reculer avec la quantité de mouvement opposée, mv égale moins h nu sur c. Je suis sûr que vous avez tous vu, en réalité ou à la télévision, un canon tirer un obus. Quand un canon tire un obus, il recule. C'est la conservation de la quantité de mouvement. Quand un atome émet un photon, il recule avec une vitesse de recul donnée par la conservation de la quantité de mouvement. La vitesse de recul est donnée par h nu sur mc. Le même phénomène de recul se produit lors de l'absorption. Si on a un atome initialement immobile dans l'état fondamental et qu'on envoie sur lui un photon, l'atome absorbe le photon et monte dans l'état excité, et le photon qu'il a reçu le fait reculer. De même que quand on a une cible, qu'on envoie une balle sur une cible, la cible recule. Et là encore, la conservation de la quantité de mouvement, et l'atome recule avec la même vitesse de recul, h nu sur mc. Ici. En fait, on sait que l'absorption qui porte l'atome dans l'état excité va être suivie un temps très bref après par l'émission, puisque nous savons qu'un atome ne peut pas rester excité indéfiniment, qu'au bout d'un temps qui est la durée de vie, il va retomber dans l'état inférieur en émettant spontanément un photon. Donc, dans un cycle absorption-émission, l'atome est initialement immobile, il absorbe le photon, il recule, puis il émet un photon, mais le photon qu'il peut émettre, il peut l'émettre avec une même probabilité dans cette direction et dans la direction opposée, de sorte qu'en moyenne, la vitesse qu'il perd lors de l'émission est nulle parce qu'il y a autant de probabilité d'émettre le photon dans cette direction et de reculer dans cette direction que d'émettre le photon dans cette direction et de reculer dans la direction opposée. Donc, dans un cycle absorption-émission, moyenné sur toutes les directions possibles d'émission, le changement de vitesse de l'atome est en moyenne uniquement lié au processus d'absorption. Il est dirigé dans la direction du faisceau lumineux qui excite l'atome et la vitesse de recul vaut h nu sur mc. Donc ça a le résultat important. Dans un cycle absorption-émission, l'atome recule en moyenne d'une quantité h nu sur mc. V recul égale h nu sur mc. Qu'est-ce qui se passe maintenant si nous mettons un atome, non pas avec un seul photon, mais dans un faisceau laser résonnant? À ce moment-là, il y a toute une série de photons qui arrivent sur lui. L'atome en absorbe un, il monte dans l'état excité, il retombe en émettant un photon, mais il est toujours dans le faisceau laser, donc il va réabsorber un deuxième photon, monter dans l'état excité, retomber, réabsorber un troisième photon, et ainsi de suite. Donc l'atome ne va pas s'arrêter d'absorber et d'émettre des photons. Et chaque fois qu'il fait un cycle, sa vitesse change en moyenne de V recul. Combien de cycles il fait par seconde? Je vous ai dit tout à l'heure que la durée de vie moyenne d'un atome excité était de l'ordre de 10-8 secondes. Donc le nombre moyen de cycles qu'il va faire par seconde, c'est 1 divisé par 10-8, c'est 10 puissance 8. Donc un atome dans un faisceau laser va subir en moyenne 10 puissance 8, c'est-à-dire 100 millions de cycles absorption-émission. À chacun de ces cycles, sa vitesse change de h nu sur mc. Si vous prenez la valeur de la constante de Planck, h,
qui vaut 6 10 puissance moins 34 en MKS. Nu, la fréquence d'une fréquence optique, est de l'ordre de 10 puissance 15 Hz. M, la masse atomique, C, la vitesse de la lumière. Vous trouvez que Hν sur MC est typiquement de l'ordre du centimètre par seconde. Pour le sodium, exactement, c'est 3 cm par seconde. Pour le césium, c'est 3 mm par seconde. C'est une quantité qui est très petite. Pour donner un ordre de grandeur, les molécules de l'air qui nous environnent, ici, dans cette salle, sont animées de vitesse de l'ordre de 300 mètres par seconde. Donc 1 cm par seconde comparé à 300 mètres par seconde, c'est complètement négligeable. Et pendant longtemps, les physiciens n'ont pas prêté attention au recul des atomes. Mais dans un faisceau laser, ce processus se répète 100 millions de fois par seconde. À chaque fois, la vitesse change de 1 cm par seconde, mais quand vous multipliez ce 1 cm par seconde par 10 puissance 8, vous trouvez que la vitesse de l'atome change de 10 puissance 6 mètres par seconde par seconde. Donc une accélération de 10 puissance 6 mètres par seconde carré. Or, l'accélération de la pesanteur, quand un objet tombe, c'est 10 mètres par seconde carré. Donc un atome dans un faisceau laser résonnant, un atome de sodium dans un faisceau laser résonnant, est soumis à une accélération ou à une décélération qui est de 10 puissance 5G, qui est énorme. Donc il est soumis à une force considérable. Pour donner un ordre de grandeur, si vous avez une voiture qui roule à 36 km à l'heure, très lentement, et qui s'arrête en 1 mètre, la décélération qu'on subit, c'est 1G. Ici, l'atome de sodium peut subir une accélération 100 000 fois plus grande. Ou si vous voulez, ça revient à prendre un Concorde et à l'arrêter en 1 seconde. Passer de 10 puissance 6 mètres par seconde, de l'arrêter en 1 seconde. Alors, cette force immense, cette force considérable qu'exerce la lumière sur les atomes, autrement dit, l'atome est irradié par une grêle de photons qui, chacun lui fait un petit effet, mais l'accumulation de ces effets est gigantesque. Cette force considérable permet d'arrêter un jet atomique. Si vous prenez un jet d'atomes sortant d'un four à la température de 300 degrés ou 400 degrés, se propageant à 1 km par seconde, et que vous l'éclairez tête bêche avec un faisceau laser résonnant, la force exercée par le faisceau laser sur les atomes, la pression de radiation exercée par le faisceau laser sur les atomes, va les ralentir, et va les arrêter, et va même les faire retourner en arrière. Quelques ordres de grandeur. Si l'atome a une vitesse de 1 km par seconde, 10 puissance 3 mètres par seconde, avec une décélération de 10 puissance 6 mètres par seconde carré, on peut arrêter l'atome en 10 moins 3 secondes, en 1 milliseconde. Donc en 1 milliseconde, vous passez de 1 km par seconde à 0. Et la distance au bout duquel on arrête les atomes est donnée par une formule de terminale, L égale V02 sur 2A, la vitesse initiale divisée par 2 fois l'accélération, et on trouve 0,5 mètres. C'est-à-dire que dans une expérience de laboratoire, quelques mètres, 1 mètre, 2 mètres, on peut arrêter un jet d'atome. Et on peut, avec un faisceau laser approprié, arrêter un jet d'atome. Alors évidemment, au fur et à mesure que les atomes sont ralentis à cause de l'effet Doppler, ils sortent de résonance par rapport au faisceau laser, et il faut modifier la fréquence du faisceau laser au fur et à mesure qu'on les ralentit, ou modifier la fréquence des atomes pour maintenir la condition de résonance et pour maintenir la force à sa valeur maximale. Alors, ralentir des atomes, c'est diminuer leur vitesse moyenne. Ça veut dire que leur vitesse moyenne est diminuée, mais la dispersion des valeurs de la vitesse autour de la valeur moyenne, elle n'est pas nulle. Il faut faire une distinction très claire entre le mouvement d'ensemble, caractérisé par la vitesse moyenne, et le mouvement d'agitation désordonnée autour de la valeur moyenne de la vitesse. Et c'est cette vitesse d'agitation désordonnée qui, en physique, caractérise la température. Plus un milieu est chaud, plus les vitesses d'agitation désordonnée de ses constituants sont élevées. Refroidir un système, c'est diminuer les vitesses d'agitation désordonnée. Comment fait-on? Je vais vous donner d'abord le refroidissement laser le plus simple, qu'on appelle le refroidissement laser Doppler, qui a été suggéré dans les années 70 par Heinz, Shallow, Weinand et Demelt, et dont l'idée est très simple. Au lieu de soumettre l'atome à une seule onde laser, on le soumet maintenant à 2 ondes laser se propageant dans des sens opposés. Comme ceci et comme cela. Ces 2 ondes laser
ont même intensité, même fréquence nu L, nu laser, légèrement différente de la fréquence de l'atome, nu A, désaccordée vers le rouge. Nu L légèrement inférieur à nu A. Regardons maintenant ce qui se passe. Si je prends d'abord un atome immobile, le long de l'axe Z, Vz égale 0, il n'y a pas d'effet Doppler, les fréquences apparentes des deux ondes laser sont les mêmes, les deux forces exercées par les deux faisceaux laser sont de signes opposés et de même module, donc elles se compensent. Donc la pression de radiation venant de la gauche et la pression de radiation venant de la droite s'équilibrent et l'atome n'est sensible à aucune force, ne voit aucune force. Si l'atome se déplace vers la droite, si Vz est différent de 0, si l'atome se déplace vers la droite, à cause de l'effet Doppler, la fréquence de l'onde qui se propage en sens opposé lui apparaît plus élevée. Quand quelque chose arrive devant vous et qu'il émet un son, le son apparaît plus élevé. Donc la fréquence nu L apparente est augmentée. Comme elle était plus petite que nu A, si elle augmente, elle va se rapprocher de nu A. Donc la fréquence de l'onde qui arrive vers lui en sens opposé se rapproche de résonance. Il y a plus de photons qui sont absorbés, donc la force augmente. Par contre, les conclusions sont opposées pour l'autre onde. La fréquence nu L apparente diminue parce qu'il va dans le même sens. Elle s'éloigne encore plus de résonance et la force diminue. Donc à cause de l'effet Doppler, lorsque l'atome se déplace avec une certaine vitesse, les deux pressions de radiation ne sont plus équilibrées et c'est la force opposée qui l'emporte, de sorte que la force totale va être opposée à la vitesse de l'atome. Et en faisant un développement limité de cette force, on va trouver une force et de l'ordre moins un coefficient alpha que multiplie Vz, où alpha apparaît comme un coefficient de friction. Autrement dit, l'atome se déplaçant donc dans cette configuration de deux faisceaux laser est soumis à une force opposée à sa vitesse. Il est dans un milieu visqueux, sa vitesse est amortie, et c'est la raison pour laquelle les physiciens appellent un tel dispositif maintenant une mélasse optique. Une mélasse pour rappeler un pot de miel. Tout se passe comme si l'atome était dans un pot de miel, et comme si, qu'on essayait de le déplacer, il y avait une force qui s'opposait à son déplacement, d'autant plus élevée que la vitesse était plus grande. Donc sous l'effet de cette force, la vitesse de l'atome va s'amortir et va tendre vers 0. On peut faire la théorie de ce phénomène et prévoir que les températures auxquelles on tend, grâce à ce mécanisme, sont de l'ordre de quelques centaines de microkelvin, c'est-à-dire de l'ordre de 10-4, 1/10 millième de degré Kelvin. Je vous rappelle que la température ordinaire, aujourd'hui par exemple, c'est 300 Kelvin. Donc c'est déjà une température très basse. En fait, quand à la fin des années 80, on a pu mesurer ces températures de manière précise, on s'est aperçu que ce n'était pas le cas, et que, grande surprise, et surprise inhabituelle, les températures observées étaient beaucoup plus basses que prévu. En général, ça ne se passe pas comme ça en physique. Ça se passe moins bien que ce que la théorie prédit. Ici, ça se passait mieux et la température était 100 fois plus basse que prévu. Ça veut dire qu'il y a d'autres mécanismes qui sont en jeu. Et l'un de ces mécanismes, c'est un mécanisme que nous avons étudié au laboratoire avec mon collègue Jean Dalibard. Et nous avons mis en évidence un autre mécanisme de refroidissement, qui est celui qui apparaît, qui existe effectivement dans les mélasses optiques, et qu'on appelle l'effet Sisyphe, pour une raison suivante, que je vais expliquer maintenant. En fait, j'ai schématisé la structure des atomes dans ce qui précédait. Les atomes dans l'état fondamental n'est pas simple. L'état fondamental a une structure. Une structure correspondant au fait que l'atome est une petite toupie qui peut tourner soit dans un sens, soit dans l'autre. Donc, un atome dans l'état fondamental a en fait deux sous-niveaux, deux sous-états, un spin vers le haut, un spin vers le bas. Et quand on met un atome dans une onde lumineuse formée de deux ondes se propageant en sens opposé, l'intensité de l'onde totale à cause des interférences entre ces deux ondes varie périodiquement dans l'espace, et les deux sous-niveaux correspondant au spin vers le haut et au spin vers le bas, A plus et A moins, sont modulés spatialement. On réalise donc un paysage de collines et de vallées de potentiel pour les deux sous-niveaux de l'atome dans l'état fondamental. Et si on a un atome qui part du fond d'une vallée et qui grimpe la colline comme ceci, en se déplaçant vers la droite,
il peut arriver que quand il arrive au sommet de la colline, il absorbe un photon et il réémet un autre photon qu'il fait passer dans l'autre sous-niveau Zeeman, spin vers le bas, il remonte une colline et il subit une deuxième transition qu'on appelle de pompage optique qui l'amène dans l'autre sous-niveau. Et vous voyez qu'on réalise une situation où le malheureux atome est constamment obligé de gravir des collines de potentiel, ce qui l'épuise. Puisque quand il gravit la colline de potentiel, comme un cycliste qui gravit une colline, son énergie potentielle augmente au détriment de son énergie cinétique, il est ralenti, et puis il doit recommencer éternellement le même travail, et au bout d'un certain temps, il est tellement épuisé qu'il n'arrive plus à monter les collines, il se retrouve piégé dans un puits. On peut faire la théorie de ce phénomène, et on peut montrer que c'est effectivement ce phénomène qui prend place dans les mélasses optiques, et c'est le fait que ça ressemble tout à fait à la situation du héros de la mythologie grecque qui fait que nous avons appelé un tel effet l'effet Sisyphe. Je n'ai pas le temps évidemment d'entrer dans d'autres mécanismes que nous avons étudiés, en particulier au laboratoire, qui permettent encore d'aller plus loin. L'effet Sisyphe permet d'atteindre le micro-Kelvin, c'est-à-dire 10-6 Kelvin, le millionième de Kelvin, et nous avons mis au laboratoire au point des méthodes encore plus puissantes qui permettent d'aller au nano-Kelvin, à 10-9 Kelvin, 1 milliardième de Kelvin. Quelques ordres de grandeur donc. Le refroidissement Doppler 10-4K, le refroidissement Sisyphe 10-6K, le refroidissement subrecul 10-9K. À ces températures, les vitesses des atomes sont de l'ordre du centimètre par seconde, du millimètre par seconde. Alors qu'à température ordinaire, elles sont de l'ordre du kilomètre par seconde. Donc vous voyez qu'on a considérablement assagi les atomes, qu'on les a calmés et qui sont pratiquement immobilisés. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le problème du piégeage, mais on sait également par des gradients d'intensité lumineuse ou des gradients de champ magnétique confiner les atomes et les piéger au fond de puits de potentiel. D'ailleurs, j'en ai donné tout à l'heure un exemple. Quand l'atome est épuisé par l'effet Sisyphe, il se retrouve piégé au fond d'une vallée. Pour vous donner... Je passe maintenant, si vous voulez bien, à la troisième et dernière partie de mon exposé, aux applications. Les applications des atomes froids et les nouvelles perspectives qu'ils ouvrent sont essentiellement liées au fait qu'ils sont animés de très faibles vitesses. S'ils sont animés de faibles vitesses, c'est-à-dire que dans la région où on les observe, ils passent un temps beaucoup plus long. On peut les observer plus longtemps, et en physique, une mesure est d'autant plus précise que le temps d'observation est plus long. Donc on comprend très bien que des atomes froids vont permettre de faire des mesures beaucoup plus précises, et en particulier des horloges beaucoup plus précises. Donc, parlons d'abord des horloges atomiques. Qu'est-ce qu'une horloge? Une horloge, c'est un oscillateur, un quartz, d'une montre, qui oscille à une certaine fréquence. Mais si on le laisse tout seul, au bout d'un certain temps, cette fréquence va varier aléatoirement. Et l'horloge va dériver, soit va plus vite, soit plus lentement. Pour la stabiliser, il faut maintenir la fréquence du quartz constante. Et on la repère par rapport à une fréquence atomique. On prend une raie atomique qui relie deux niveaux E2 et B et A d'un atome, une raie atomique, qui est la même à Paris, à Tokyo, à New York, et on maintient la fréquence du quartz au centre de la raie atomique. Par un servomécanisme, on asservit la fréquence du quartz à rester verrouillée au centre de la raie atomique. Et vous voyez à ce moment-là que plus la raie est étroite, plus l'asservissement va être fidèle, et plus l'horloge va être précise. Donc une bonne horloge nécessite des raies atomiques étroites. Or, on peut montrer que la largeur d'une raie atomique dans l'état fondamental, qui relie deux sous-niveaux de l'état fondamental, en particulier la seconde, est définie internationalement à partir d'une transition qui relie deux niveaux de l'état fondamental de l'atome de césium. La largeur d'une raie est inversement proportionnelle au temps d'observation. Plus le temps d'observation est long, plus la raie est fine. Comme avoir des atomes lents, ça permet d'avoir des temps d'observation longs, donc des raies fines, donc des horloges précises. Les horloges habituelles, celles qui existaient jusqu'aux dernières années, utilisent des jets d'atomes de césium se propageant à des vitesses de l'ordre du kilomètre par seconde dans des appareils de l'ordre du mètre. Donc le temps qui passe dans l'appareil est de l'ordre de 1 mètre divisé par 10 puissance 3 mètres par seconde, c'est-à-dire 1 milliseconde. Donc le temps d'observation des horloges courantes, c'est 1 milliseconde. Avec des atomes froids, si on prend un atome froid et qu'on le lance en l'air, si on prend un atome froid et qu'on le lâche, il tombe.
à cause de la gravité. Mais si on le lance en l'air, et si on a ce qu'on appelle, si on fait une fontaine, si l'appareil qui mesure la transition de l'atome de césium est comme ceci, et qu'on lance les atomes de césium en l'air pour faire une fontaine d'atomes, vous voyez que le temps qui sépare l'aller du retour est de l'ordre de 0,2-0,3 secondes. C'est-à-dire 200 à 300 millisecondes, c'est-à-dire 200 fois plus long que les horloges traditionnelles. De telles fontaines atomiques, atomes froids, ont été réalisées à Paris par un de mes collègues, Christophe Salomon, en collaboration avec André Clairon du laboratoire primaire des temps et des fréquences. Et ils ont pu d'emblée, avec des fontaines de 5 cm de haut, réaliser des horloges 100 fois plus précises que les meilleures horloges actuelles. Actuellement, l'horloge qu'ils ont reconstruite, évidemment, ils ont pris des fontaines plus hautes, de 1 mètre de haut, et la nouvelle fontaine de 1 mètre de haut, faite en collaboration du Bureau national de métrologie, du laboratoire primaire des temps et fréquences de l'école normale supérieure, c'est l'horloge la plus stable et la plus précise actuellement au monde. Il y a deux critères qui permettent de définir la qualité d'une horloge, la stabilité relative, qui donne les fluctuations de fréquence au cours du temps. La stabilité relative est de l'ordre maintenant de quelques 10-16 sur un temps de Moyen-Âge de l'ordre de 10 puissance 4 secondes. Une telle précision, ça veut dire que si on avait une horloge qui était partie au début de la création de l'univers, qui dure 10 milliards d'années, et maintenant elle serait désaccordée de 2 ou 3 secondes. Ça donne une idée de la précision d'une telle horloge. Ça c'est la stabilité, excusez-moi. Une autre caractéristique, c'est la précision. Si on fait deux horloges différentes, leurs fréquences coïncident à quelques 10-15 près, parce qu'il y a toujours des déplacements de fréquences liés à des effets parasites. Alors, quelles sont les applications de ces horloges? Bien sûr, le système GPS, de navigation par satellite, les télécommunications à haut débit, les tests de physique fondamentale, relativité générale, variation des constantes fondamentales. Et on peut se demander pourquoi pas faire des fontaines de 10 mètres de haut. À ce moment-là, le temps ne croît que comme la racine carrée de la hauteur. Et à ce moment-là, il faut blinder le champ magnétique sur des grandeurs de plus en plus grandes, de plus en plus élevées. Et la solution évidente à ce moment-là, c'est la microgravité, se débarrasser de la gravité. Et c'est la raison pour laquelle notre équipe s'est engagée dans des expériences de microgravité depuis 1993. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend une caravelle ou un Airbus, le pilote se met à 45 degrés comme ceci, il coupe les moteurs, donc l'avion continue sur sa lancée, il fait une parabole en chute libre, et puis quand l'avion retombe ici, il remet le gaz et il remonte de nouveau une deuxième parabole. Donc il fait une série de paraboles, et la parabole dure à peu près 20 secondes. Et pendant ces 20 secondes, dans l'avion, il n'y a plus de gravité, et on peut tester les composants pour voir si on peut faire une horloge atomique à atomes froids. Dans un appareil comme un Airbus, 20 équipes peuvent prendre place. Vous avez ici une idée de l'ensemble des gens qui montent dans un appareil de ce type. Vous avez ici une image des expérimentateurs pendant une parabole. Il paraît que c'est... Moi, je ne l'ai pas fait moi-même, mais certains de mes collègues l'ont fait. Il paraît que c'est éprouvant parce que pendant 2 heures, ça ne s'arrête pas. On fait parabole sur parabole et si on est malade au début, on est malade très longtemps. Vous voyez ici des gens qui font des expériences, d'autres qui flottent, d'autres qui font des expériences de biologie. Et l'expérience a montré qu'il était possible de réaliser des horloges atomes froids dans ces conditions. Et un accord a été obtenu pour placer une horloge atome froid dans la station spatiale qui doit voler en 2004. Autre application des atomes froids, les ondes de Broglie. En effet, nous savons que depuis les travaux de Louis de Broglie, à toute particule de masse m est associée une onde qu'on appelle l'onde de Broglie, dont la longueur d'onde est h, la constante de Planck, divisée par mv. Inversement proportionnelle à la vitesse. Quand la vitesse est faible, la longueur d'onde de Broglie est grande. Donc avoir des atomes lents, ça veut dire des atomes qui ont des grandes longueurs d'onde de Broglie, c'est donc des atomes dont le comportement ondulatoire va être plus facile à mettre en évidence. Jusqu'à présent, les longueurs d'onde de Broglie des atomes étaient très petites, inférieures à l'angstrom, et difficiles à mettre en évidence. Avec des atomes froids, maintenant on peut essayer de le faire. Je rappelle l'expérience des Frank Young avec des ondes lumineuses. On a une source lumineuse, une fente source qui éclaire un écran percé de 2 fentes. La lumière arrive sur un écran en suivant soit ce trajet, soit ce trajet. Suivant la position du point d'observation sur l'écran, les 2 ondes qui arrivent sont en phase
auquel cas on a un maximum d'intensité, ou en opposition de phase, on a un minimum d'intensité, et on observe ce qu'on appelle les franges Young, les franges d'interférence Young. Question, peut-on observer de telles franges avec des atomes? La réponse est oui, et plusieurs expériences ont montré qu'il était possible d'observer des franges avec des atomes froids, et une expérience particulièrement spectaculaire a été réalisée par trois collègues japonais, Shimizu et Takuma. Ils ont pris un nuage d'atomes froids, un écran percé de deux fentes, ils ont lâché les atomes, ils sont tombés les atomes à travers les deux fentes, et ils ont mis ici un détecteur. Alors les atomes passaient soit par une fente, soit par l'autre fente, et voilà ce qu'on observe sur l'écran. Comme il s'agit d'atomes, on peut les observer un par un, arriver sur l'écran, et là c'est magnifique parce qu'on voit à la fois l'aspect corpusculaire et ondulatoire. Chacun des points que vous voyez ici est un atome qui est arrivé sur l'écran. C'est particulièrement impressionnant quand on voit la vidéo de cette expérience, parce qu'au début on voit un point là, un point là, un point là, un point là, c'est complètement aléatoire. Et puis si on accumule les points, au bout d'un certain temps, on voit que les points se répartissent dans des franges brillantes, séparées par des franges sombres. Autrement dit, on voit clairement ici, et de manière spectaculaire, la dualité onde-corpuscule pour les atomes. Les atomes sont à la fois des corpuscules, ils donnent chacun un impact localisé, il leur est associé aussi une onde, et c'est l'onde qui permet de calculer la probabilité pour que le corpuscule se manifeste. On voit ici le cœur de la mécanique quantique. On voit la dualité onde-corpuscule qui régit le mouvement des atomes. Depuis quelques années, on a aussi fait des progrès spectaculaires dans une troisième direction, qui est ce qu'on appelle la condensation de Bose-Einstein. À température très très basse et à densité suffisamment élevée, la longueur d'onde de De Broglie peut être suffisamment grande pour que les paquets d'ondes associés à deux atomes différents s'enchevêtrent. Quand la distance moyenne entre deux atomes devient plus petite que la longueur d'onde de De Broglie, les différents paquets d'ondes se recouvrent, ils interfèrent, et apparaît un phénomène nouveau qu'on appelle la condensation de Bose-Einstein, qui était purement spéculatif, mais qui est apparu maintenant de manière très claire. À ce moment-là, on observe que tous les atomes se condensent dans le même niveau quantique, le niveau fondamental du puits qui les contient. Et on obtient à ce moment-là un nombre macroscopique d'atomes, 10 puissance 6, 1 million d'atomes, tous avec la même fonction d'onde, tous dans le même état quantique, ce qu'on appelle une onde de matière géante. Ce phénomène est observé depuis 1995, il est étudié de manière très active dans plusieurs laboratoires, dont le nôtre à Paris, et il donne naissance à toute une série de phénomènes nouveaux, inhabituels, et en particulier, si on a un condensat de Bose-Einstein, on peut espérer, et on commence à le réaliser, faire pour les ondes de De Broglie l'équivalent de ce qu'on a fait il y a 30 ans, 40 ans pour les ondes électromagnétiques. On met un grand nombre d'atomes dans le même état d'une cavité, d'un piège, et en extrayant les atomes de cette cavité, on obtient un rayon d'onde de De Broglie qui a les mêmes propriétés que le rayon laser. On réalise ce qu'on appelle un laser à atomes, avec un développement spectaculaire qu'on peut attendre de nombreux champs de recherche, comme l'interférométrie atomique. Je donne ici deux images de laser à atomes réalisées à Munich et à Gettysburg, où on a ici un condensat d'atomes de rubidium ici, de sodium ici, et par un mécanisme de coupleur de sortie, on fait sortir des atomes, un rayon cohérent d'atomes du condensat de Bose-Einstein. Dans ces expériences, le laser est pulsé. En effet, une fois que le condensat s'est vidé, il faut recommencer l'expérience. À Paris, nous essayons en ce moment de réaliser un laser continu, c'est-à-dire un jet atomique qu'on transforme en condensat, de manière à avoir l'équivalent d'un laser atome, mais continu, qui donnerait en permanence un faisceau laser cohérent d'ondes de De Broglie. J'en arrive à ma conclusion. Je pense que l'étude des propriétés de la lumière au cours du dernier siècle a fait faire à la physique des progrès fantastiques. Elle a eu plusieurs retombées. D'abord, une nouvelle compréhension du monde microscopique. C'est la compréhension de la lumière émise par les atomes qui a donné naissance à la mécanique quantique, qui a fait apparaître clairement la dualité onde-corpuscule. En plus de ces problèmes fondamentaux, elle a permis la mise au point de nouvelles sources lumineuses qui sont les lasers. J'espère vous avoir convaincu dans cette conférence que la lumière n'est pas seulement une source d'information sur les atomes, la spectroscopie, mais également un moyen d'agir sur eux, un moyen de les manipuler. Et enfin, notre maîtrise accrue de la lumière
actuellement, ouvre de nouvelles perspectives à la recherche en permettant l'étude d'ondes de matière, de lasers atomes, de systèmes quantiques dégénérés. C'est toujours le même scénario qui se reproduit, des progrès de recherche fondamentale qui mettent à la disposition du physicien des nouveaux outils, des nouvelles possibilités qui lui permettent de poser des nouvelles questions et d'explorer de nouveaux problèmes avec évidemment en prime de nombreuses applications qui étaient la plupart du temps inattendues au début. Je crois que je voudrais aussi, pour terminer, vous donner quelques références. Pour ceux d'entre vous qui veulent un exposé simple de ces sujets, nous avons réalisé, en collaboration avec mes collègues au laboratoire, un site web sur les atomes ultra-froids qui reprend un peu l'essentiel de la conférence que je viens de vous faire, en termes très simples, et dont l'adresse Internet est la suivante. Et vous pouvez trouver donc en détail toute une série de chapitres sur les atomes, la lumière, les lasers, le refroidissement, le piégeage, la condensation de Bose-Einstein, l'interférométrie atomique. Pour ceux d'entre vous qui veulent des détails plus précis, il y a, comme vous le savez, le prix Nobel a été décerné en 1997 à ce sujet de recherche, et à Steve Chu, moi-même et William Phillips, et la Review of Modern Physics a publié les 3 leçons Nobel des 3 lauréats, en numéro 70, année 98, page 685, 707, 721. Là, vous avez un exposé extrêmement complet de ces problèmes. Enfin, pour les ça date de 97. Depuis 97, il y a énormément de choses nouvelles. Et si vous voulez des développements récents, au Collège de France, nous faisons tous les ans un cours nouveau sur des sujets différents. Et pendant les 3 dernières années, le cours a été consacré à la condensation de Bose-Einstein. Et mes transparences sont sur le web à l'adresse suivante. Vous pouvez donc vous y reporter si vous voulez des renseignements plus précis. Je vous remercie de votre attention. Alors, passons tout de suite aux questions. Il y en a une en bas, ici. Il y en a une ici aussi. Si vous pouvez descendre. Monsieur d'abord, puisqu'il est plus près. Après, on va savoir ici. Tenez, voici ça arrive, le micro, s'il vous plaît. Voilà, allez-y. Si on considère... Oui, ça marche. Si on considère un rayon lumineux de lumière blanche, on suppose qu'il est composé de photons multicolores. Est-ce que les différentes longueurs d'onde, des fréquences, des couleurs différentes ne se mélangent, ou ne se gênent pas entre elles? La réponse à la question est facile. En première approximation, on peut considérer que les photons n'interagissent pas mutuellement, à la différence des atomes. En fait, les photons interagissent, mais il faut rentrer dans des effets relativistes extrêmement faibles. À une excellente approximation, on peut considérer que les ondes électromagnétiques n'interagissent absolument pas les unes avec les autres. Donc, il n'y a aucun problème de ce type. Par contre, lorsqu'on fait propager un photon dans un milieu matériel, on fait propager une onde lumineuse dans un milieu matériel, elle peut donner naissance à un indice de réfraction, elle peut modifier l'indice de réfraction du milieu, et à ce moment-là peut se produire ce qu'on appelle des mélanges d'ondes. On peut, deux couleurs différentes peuvent, oméga 1, nu1 et nu2, peuvent donner une troisième, nu3 égale nu1 plus nu2. Mais cette interaction est indirecte via la matière. Mais directement, deux photons n'interagissent pas les uns avec les autres. Par contre, deux atomes interagissent les uns avec les autres par des collisions, et ça sera la différence essentielle entre les lasers à atomes et les lasers à photons. Monsieur. Oui. Si je comprends bien, vos expériences de refroidissement d'atomes ont toujours été faites avec des alcalins. Oui. On n'a pas passé, on n'a pas... Non, c'est pas tout à fait exact. J'ai donné des exemples sur le sodium, le césium, mais il y a d'autres atomes qui ont été refroidis, comme l'argon, comme l'hélium, comme le krypton, disons l'hydrogène. Le problème essentiel pour le refroidissement laser, c'est de disposer de fréquences laser adaptées à l'atome étudié.
il y a des atomes qui ont des longueurs d'onde agréables, qui tombent dans des régions où il y a des bonnes sources laser, cela on sait les refroidir. Si les longueurs d'onde de résonance des atomes tombent dans des longueurs d'onde qui ne sont pas commodes et pour lesquelles on ne dispose pas de sources puissantes, cela on ne sait pas encore les refroidir. Mais ça c'est une question de technologie. Au fur et à mesure que la technologie des sources laser se développera, on pourra refroidir de plus en plus d'atomes. Et d'autre part, au point de vue disons, des caractéristiques de comportement des atomes, est-ce que c'est comme par exemple dans l'hélium superfluide où on est obligé de passer à des modèles de deux fluides? Oui. Alors la question que vous posez est très importante actuellement. Les condensats de Bose-Einstein dont je vais parler donnent un modèle particulièrement simple, plus simple que celui de l'hélium liquide, de système superfluide. Oui. Et récemment, au cours de l'année écoulée, des évidences expérimentales ont été obtenues pour montrer le caractère superfluide des condensats. Autrement dit, les condensats de Bose-Einstein ont une superfluidité. Et on a pu le voir expérimentalement. Et se superpose au condensat le nuage thermique des atomes qui ne sont pas condensés. Et là, donc, on a également un problème à deux fluides. Donc, là aussi, c'est un développement passionnant de la physique actuelle. C'est qu'on assiste à un rapprochement entre disciplines différentes. La physique des atomes maintenant parle de plus en plus à la physique de la matière condensée. Et un certain nombre de concepts de la matière condensée sont utilisés par les physiciens atomistes et réciproquement. Il y a un point de convergence entre deux communautés de physiciens différents. Bon, bien, je vous remercie infiniment. Monsieur. Vous avez parlé de la mesure de la variation de certaines constantes, des constantes fondamentales. Oui. Je peux préciser. Il y a une contradiction entre variation et constante. Oui. Par exemple, est-ce que la vitesse de la lumière est éternelle? Non, je peux préciser un peu plus ce que je voulais dire. Elle peut varier sur la très longue période au niveau de l'histoire de l'univers, par exemple, vous voyez? Exactement. Actuellement, au laboratoire primaire des temps et des fréquences, il y a deux horloges atomiques qui ont été construites, l'une à rubidium et l'une à césium. Et on mesure le rapport des deux fréquences à 10-16 près. Et qu'on fait la théorie le rapport des deux fréquences dépend des constantes fondamentales, bien sûr. En particulier de la constante de structure fine, alpha, qui caractérise les interactions électromagnétiques. Alors, le projet expérimental est le suivant. On mesure ce rapport de deux fréquences avec une précision de 10-16 et on le suit pendant 2 ans, ou 3 ans, ou 4 ans. Et on espère voir si ce rapport va changer au cours de 3-4 ans à cette précision-là. Et il y a certaines théories cosmologiques de la formation de l'univers qui prédisent que les constantes fondamentales de la physique doivent changer au cours du temps, sur une échelle astronomique. Mais alors, sur 3 ans, c'est pas du tout astronomique, c'est un temps court, mais avec une très grande précision, si on mesure ça à 10-16 près, on peut espérer le voir. Donc ça, c'est un test de physique fondamentale qu'on va pouvoir faire. La seule expérience de ce type qui a été faite jusqu'ici, ça consiste à étudier ce qui s'est passé il y a des millions d'années en Afrique, au Togo, je crois. Il y a eu une réaction nucléaire qui s'est produite spontanément dans le sol et qui a produit des isotopes radioactifs. Et en regardant la composition isotopique de cette explosion accidentelle qui s'est produite il y a un million d'années avec ce qui se produit maintenant, on peut regarder si les constantes fondamentales de la physique ont changé sur une période de plusieurs millions d'années. Donc là, on joue sur un temps qui est très grand, mais une précision qui est très faible. Ici, maintenant, ce qu'on fait, c'est l'inverse. On a un intervalle de temps petit, parce que pour une thèse d'état ou une thèse de doctorat, on ne peut pas demander à un étudiant de passer ces 4-5 ans, mais avec une précision de l'ordre de 10-16, à ce moment-là, on peut espérer améliorer la borne supérieure qu'on met à la vitesse de variation des constantes. Monsieur, allez-y, parlez. Oui, s'il vous plaît. Comment on fait varier la fréquence du faisceau laser quand on veut obtenir la résonance dans le cas de l'effet Doppler? Oui. Alors là, vous savez, le développement spectaculaire des expériences de refroidissement laser a été possible grâce au développement spectaculaire des lasers, et en particulier les lasers à diode. Avec les lasers à diode, en appliquant une tension à la diode émettrice, on peut balayer la fréquence.
et on peut la balayer très vite. Donc on prend le faisceau laser et on balaye la fréquence avec une rampe de tension et on la balaye de manière à ajuster la variation de fréquence du laser à la décélération de l'atome. Si maintenant on veut varier non pas la fréquence du laser mais la fréquence de l'atome, on fait passer l'atome dans un champ magnétique inhomogène qui varie dans l'espace, et on sait en physique qu'un champ magnétique déplace les niveaux d'énergie. Donc on déplace E2 moins E1 et on le déplace d'une quantité qui varie avec l'espace. Et à ce moment-là, on calcule le profil du champ magnétique de manière que la variation de l'effet Zeeman, donc la variation de la fréquence atomique, soit ajustée à la variation de l'effet Doppler liée au ralentissement de l'atome. Et on réalise ce qu'on appelle un ralentisseur Zeeman. C'est d'ailleurs ce que des collègues des journalistes d'Antenne 2 ont vu dans mon laboratoire juste avant de venir. Ils ont vu un ralentisseur Zeeman qui permet de ralentir des atomes d'hélium. Monsieur, y a-t-il encore des questions par là-haut, non? Attendez, ça marche pas. Parlez bien. Si, ça marche. Non. Oui. Vous avez terminé par les applications, comme souvent. Est-ce que c'est d'un point de vue didactique, mais est-ce que dans la réalité, on aurait pu penser que historiquement les choses se passent de façon inverse, c'est-à-dire que des questions se posent et soient résolues précisément par le ralentissement? D'autre part, et deuxième question, j'ai été frappé de voir sur une des diapositives le caractère prouvé, cette fois-ci de façon iconographique, de la composition en ondes et en corpuscules des atomes. Est-ce que, au début, vous avez dit que apparaissent des images qui sont aléatoires? Est-ce que cette apparition aléatoire, enfin ce hasard en somme, est dû à quelque chose ou bien, autrement dit, qu'est-ce que signifie le mot aléatoire dans ce cas précis? Oui, alors d'abord je réponds à votre première question. C'est comment fonctionne la recherche, la question que vous posez. Je pense que je peux répondre à cette question parce que j'ai assisté à la genèse de ces problèmes. Les physiciens essayaient de comprendre au début, cette vitesse de recul est toute petite, est-ce qu'on peut l'amplifier? Est-ce qu'on peut la rendre plus importante? Et est-ce qu'on peut comprendre le mouvement d'un atome dans une onde lumineuse? Est-ce qu'on peut le comprendre, le décrire quantitativement et voir jusqu'où on peut aller? Donc c'est avant tout une curiosité intellectuelle et un désir de compréhension des phénomènes. Puis après, on s'est rendu compte qu'effectivement, on pouvait descendre à des températures qu'on n'espérait pas. Et à ce moment-là, apparaît la possibilité de faire des nouvelles expériences, de faire de l'interférométrie atomique, de faire des horloges plus précises. Mais on n'a pas commencé nos expériences dans l'idée de faire des horloges. On a commencé nos expériences parce qu'on essayait de comprendre comment la lumière pouvait modifier le mouvement des atomes. En fait, c'est une série de cours que j'ai donnés au Collège de France au cours des années 80 qui m'ont amené à m'intéresser à ce problème parce que je voulais comprendre le mouvement d'un atome dans une onde lumineuse et qui nous a amené petit à petit à nous poser des questions de plus en plus profondes sur le mouvement des atomes dans la lumière qui ont débouché ensuite sur des applications. Mais jamais, en général, les découvertes importantes ne se produisent pas sur commande. Elles résultent en général d'un effort de compréhension, d'approfondissement, et en général, quand on a compris un phénomène, c'est rare qu'il n'y ait pas des applications importantes qui en découlent. D'ailleurs, c'est un peu la difficulté de la gestion politique de la recherche, parce que les politiques veulent des résultats immédiats, et ils font des programmes, ils veulent résoudre le problème du sida, le problème de l'environnement, le problème de l'énergie. En fait, c'est pas comme ça que ça peut marcher. Il faut faire une très bonne recherche fondamentale, et c'est en général une bonne recherche fondamentale qui permet après d'avoir des applications et qui permet de répondre à des questions concrètes. Alors, deuxième question, l'aspect aléatoire, ça c'est fondamental à la mécanique quantique. Quand vous envoyez un atome à travers les deux fentes, on ne peut pas savoir à l'avance où l'atome va atterrir, où il va se concrétiser. On ne peut que prédire la probabilité qu'il apparaisse en ce point, en ce point, en ce point. Et on sait qu'il a une probabilité nulle d'arriver sur les franges sombres et une probabilité maximale d'arriver sur les franges brillantes. Mais dans une réalisation unique de l'expérience, un seul atome, à l'avance, on ne sait pas où il va arriver. Et ça apparaît clairement dans l'observation expérimentale. On va arriver à un atome là, et puis un autre atome là, un troisième atome là. Et on ne peut pas dire à l'avance où l'atome va arriver. Simplement, si on fait un grand nombre d'observations, un grand nombre d'expériences identiques, toutes dans les mêmes conditions, à ce moment-là, la répartition des atomes
va obéir à des lois bien définies qui sont données par la mécanique quantique. Et là, vous touchez au cœur de la mécanique quantique. La mécanique quantique est indéterministe. Nous allons prendre une dernière question, monsieur. Bonsoir, monsieur. Je ne suis pas de formation scientifique et puis je suis de formation sino-japonaise. Donc, je me permets de vous dire que j'ai beaucoup admiré votre écriture sur l'écran. Merci. Je me suis dit que tous les docteurs sachent écrire aussi lisiblement. C'est ordonnance. Puis j'ai remarqué sur l'écran que quand vous écrivez le chiffre avec décimale, j'ai l'impression que vous écrivez avec le point décimal et non pas virgule décimale. Alors, je me suis dit toujours que pour le langage très universel qui sont des chiffres, pourquoi y a-t-il la différence entre le système anglo-saxon point décimal, d'autre part le point le virgule décimal français? Il me semble que c'est un peu inutile. Donc vous avez déjà en avance en adoptant le point décimal. Comme vous êtes haut situé, peut-être il fera mieux de se réunir pour résoudre ce problème, c'est-à-dire au lieu de dualité point virgule. Est-ce que vous avez une question? Réunir le point décimal, bien virgule décimal. Merci, monsieur. Bien, merci beaucoup. Je dois dire que vous mettez du baume au cœur parce que je suis un peu vieux jeu et comme mes élèves, je ne suis pas encore passé au transparent sur ordinateur et parce que ça me prendrait trop de temps et c'est pour ça que j'essaye d'écrire de manière lisible. Quant au point décimal, ça aussi c'est une question d'ordinateur. Maintenant, les ordinateurs sont surtout conçus pour écrire des manuscrits en anglais et en anglais on met le point décimal. C'est la raison pour laquelle je l'utilise. Merci.